Entre nous, donc, avec Anna Rel, conseillère départementale du canton de Coutances. Bon, la grosse actualité à Coutances, c'est cette clinique de Coutances qui serait menacée financièrement. On parle de cessation de paiement? Alors, c'est ce que j'ai appris, effectivement, dans la presse, comme tout le monde en fin de semaine dernière. C'est vrai qu'on avait connu l'épisode de la maternité, de la fermeture de la maternité au printemps, et avec, comme tout le monde le sait, un problème de sécurité, puisqu'il n'y avait plus qu'un obstétricien qui pouvait assurer les accouchements. Donc, mais on a quand même réussi à garder un centre de péri-postnatalité. Donc les futures mamans ou les mamans peuvent déjà se faire suivre avant leur accouchement et après. Là, on a effectivement appris qu'il y avait des problèmes de paiement en ce qui nous concerne, nous élus. Pour l'instant, on n'a pas à s'immiscer dans cette Est-ce histoire qu'il y a un puisque risque ce sont des investisseurs privés. Oui, bien sûr, Hein. mais est-ce qu'il y a un risque pour les Coutançais que leur clinique Alors, réduise la voilure, sinon on ne ferme? l'espère pas. Ouais. On ne l'espère pas. En tout cas, si l'ARS, c'est la responsabilité maintenant des investisseurs et puis après de l'ARS, puisque si l'ARS envisageait donc, autoriser plutôt ce rapprochement avec éventuellement la clinique de Saint-Lô. On a connu ce dossier qui était sur la table il y a quelques années, avec la construction d'une clinique à Agneau. On sait bien que ça viendrait en concurrence avec l'hôpital de Saint-Lô. Donc, nous, ce qu'on souhaite, enfin en tout cas les élus, c'est qu'il y ait plutôt un partenariat public-privé dont on parle depuis 20 ans peut-être maintenant, puisque je crois même qu'Alain Cousin était à l'origine de cette solution. Enfin, en tout cas, faisait partie de ceux qui préconisaient cette solution. Et c'est ce qu'on souhaite, nous. C'est un partenariat public-privé avec la création d'un GCS, un groupement de coopération sanitaire, puisque on a quand même une offre de service sur Coutances qui est importante avec tout ce qui concerne les actes de chirurgie à la clinique, tant au niveau de la chirurgie viscérale, orthopédique, esthétique, ophtalmique, et Donc, puis avec l'hôpital public qui propose des services plutôt, qui a un pôle d'urgence qui est quand même récent, et puis toutes les activités de gériatrie et soins de suite. donc Coutances ne paye pas voilà, cette réduction de certains services par sa taille trop modeste peut-être par rapport à d'autres villes voisines. Il n'y a pas de Non, risque, il n'y a pas de risque pour les Coutançais. on ne l'espère pas. En tout cas, les élus se feront entendre si la solution choisie est celle de la désertification médicale. Je peux Bon, vous l'assurer. Comme on s'est fait entendre quand la fermeture de la maternité a eu lieu. bon, alors quittons la collectivité locale du Coutançais pour la collectivité locale du département, puisque vous êtes élu au département. On sait, pour le département de la Manche, comme pour quasiment tous les autres départements français, que les budgets sont de plus en plus contraints, les dépenses Tout à fait. sociales notamment augmentent Tout et à pèsent fait. lourdement sur Je suis ces bien placée budgets. pour le savoir. Voilà, puisque vous siégez à la commission insertion, c'est ça? Je suis, oui, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'insertion. Voilà, voilà. Il se murmure que peut-être qu'il va falloir augmenter les impôts locaux au département. Pour l'instant, ça n'est pas envisagé, pas du tout. Pas du Mais tout. non, 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 non. non, non. Là, on est en train de préparer, de boucler notre budget 2017. C'est pour ça que je vous en parle. Bien sûr. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. Effectivement, l'exercice du budget 2017 est un exercice difficile puisque, comme vous le savez, le gouvernement actuel a baissé les dotations envers les collectivités locales de 30%. Nous, au département, c'est 30 millions d'euros sur 3 ans que nous perdons. Donc, avec des dépenses sociales, comme vous l'avez rappelé, qui sont en augmentation. Rien que pour le RSA, par exemple, puisque c'est ce qui me concerne, on a une augmentation de 35% du nombre d'allocataires entre 2009 et 2015, avec une augmentation de la dépense d'allocation de 37% durant cette même période. On a un budget de 50 millions d'euros à l'insertion, dont 45 millions sont dédiés à l'allocation RSA. Donc voilà, vous voyez, alors ça, je Alors, parle que du RSA, mais il y a aussi l'APA, oui. l'allocation pour les personnes. Alors justement sur le RSA, Oui. on a un département de notre région qui est le département de l'Eure qui a lancé une cellule de contrôle de la fraude au RSA. Elle a été lancée par la nouvelle majorité depuis au mois de février, je crois. Ça fait donc un peu moins de 10 mois.
Et en 10 mois, elle a débusqué 500 fraudeurs, 500 personnes qui n'avaient pas le droit au RSA, dont certains comptes riches de plusieurs centaines de milliers d'euros sur lesquels le RSA tombait. Est-ce que dans le département de la Manche, on a mis en place cette cellule de chasse aux fraudeurs au RSA, ou est-ce qu'on va le faire? Alors, on a voté. J'ai présenté un rapport en session en juin dernier, où on a voté ce rapport qui présente des dispositifs de contrôle de l'allocation RSA. En premier lieu, on a le dispositif de contrôle des situations d'isolement. Puisque, comme tout le monde le sait, certains se déclarent isolés alors qu'ils ne le sont pas et donc par là même peuvent toucher un RSA majoré. Là, du coup, on va imiter ce que fait le Calvados. Enfin, on s'est inspiré de ce que fait le Calvados, c'est-à-dire qu'on a envoyé, ça y est, c'est parti, un courrier de prévention à toutes les personnes qui sont déclarées en situation d'isolement. Et dans le Calvados, ça a permis de corriger 10% des situations. Donc déjà, c'est pas tant pour faire la chasse, mais c'est surtout pour prévenir les situations de fraude, puisque moi je fais partie de la commission recours et fraude, et on s'aperçoit que de nombreuses personnes qui sont forcément à un moment donné, on les remarque, ces personnes-là, puisque il y a plein de choses avec les contrôles de la CAF, ça permet quand même de... Oui, on croise les données et ça permet de faire ressortir les anomalies. Voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des situations d'indus qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, pour prévenir ça, puisque quand on est RSA et qu'on a ces indus à rembourser, c'est quand même extrêmement difficile. Donc, pour prévenir ça, on a ce dispositif de contrôle des situations d'isolement. On a en deuxième lieu le contrôle des capitaux placés. C'est quelque chose de nouveau. Pareil, on s'est inspiré de ce que faisaient d'autres départements comme le Calvados, l'Orne ou même la Mayenne, où j'ai rencontré mes collègues élus à l'insertion et aux solidarités. Et là, effectivement, vous parliez du nombre de fraudeurs. Alors nous, le nombre de fraudeurs n'a pas augmenté. Mais par contre, le montant des fraudes a augmenté. On a actuellement, on a voté un seuil au-delà duquel on ne peut pas percevoir le RSA. C'est-à-dire qu'au-delà de 23 000 euros de capitaux placés, les personnes ne peuvent pas toucher le RSA, ne peuvent plus toucher le RSA. S'ils redescendent en dessous de 23 000 euros de capitaux placés, on a pris le seuil du plafond du livret A. Et ça, c'est légal. Donc un département peut décider de conditionner le versement du RSA à un seuil de capitaux. Dans le Calvados, il est à 12 000 ce seuil. Dans l'Orne, il est à 15 000. Et donc, les personnes qui sont allocataires du RSA actuellement dans la Manche, et qui possèdent plus de 23 000 euros de capitaux placés, ça représente 7 millions d'euros de capitaux placés. Donc voilà, il faut dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de... c'est-à-dire que voilà, ils n'ont peut-être pas forcément besoin du RSA. Et moi, c'est ce que je dis toujours. On a quand même des personnes qui travaillent avec des revenus très modestes et qui n'ont pas 23 000 euros. Et qui n'ont pas 23 000 euros de placés et qui payent des impôts pour financer le RSA. Oui. Donc voilà. Bon. Vous parliez du département de la Mayenne. Je crois que le président du département de la Mayenne avait émis l'idée de conditionner le versement du RSA à certaines conditions. C'est pas à l'étude dans le département de la Manche. De toute façon, pour l'instant, c'est illégal. Aussi, ça y est. Sur ces 23 000 euros. Oui, sur ces 23 000 euros. Et on a un troisième dispositif que nous avons adopté, c'est l'obligation familiale, l'obligation alimentaire. Donc on préfère faire jouer la solidarité familiale que la solidarité nationale. Donc pour les bénéficiaires de moins de 30 ans, on va demander les revenus des parents, sauf si les personnes, évidemment, sont en rupture familiale ou là, c'est vraiment pas possible. Mais dans les cas où c'est possible, on a un seuil de revenus pour les parents. C'est-à-dire que si quelqu'un touche le RSA, mais on s'aperçoit que ses proches ont de quoi l'aider, on dit écoutez... c'est ça, exactement. La première solidarité, c'est la solidarité familiale. C'est le code civil, c'est une loi. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. On va parler solidarité numérique maintenant. Vous êtes maire adjoint à Grato, c'est ça, vice-président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande. Excusez-moi, je n'y suis plus. Ah, pardonnez-moi. Vous savez qu'on a eu un chamboulement important quand même. C'est vrai, non, on n'a pas fusionné, pas encore, 1er janvier 2017. Oui. Mais depuis octobre 2015, je ne suis plus vice-présidente de la communauté de communes. Vous savez qu'on a eu un chamboulement important avec la démission du président Yves Michel. Bon, alors je n'ai pas actualisé ma fiche, mais voilà. Il n'en reste pas moins que vous êtes issu de la commune de Grato. Voilà. Oui, voilà. Élu depuis 2008, maire adjointe depuis 2008. Alors, dans la Manche, vous le savez, il y a ces problèmes de zone blanche où on n'a pas de couverture de l'Internet haut débit. Le département de la Manche a investi plusieurs millions d'euros pour changer la technologie, pour couvrir ces zones blanches par la technologie du MIMO, c'est-à-dire l'Internet haut débit par les zones radio. Et ça, on a l'impression que ça avance pas beaucoup.
Où est-ce qu'on en est? Effectivement, eh bien, on en est. C'est-à-dire que le réseau MIMO, on a un réseau, enfin des primaires, des mâts primaires qui sont reliés à la fibre, hein, et puis après un réseau secondaire. Donc nous, sur le Coutançais, enfin en tout cas ce qui concerne Grato, les communes aux alentours, on a justement des mâts secondaires Voilà, qui ça, ne sont permet pas. ça permet d'apporter l'Internet haut débit dans les campagnes où C'est là, ça, la c'est ça. fibre ou la DSL n'arrive pas. C'est ça, exactement. Alors effectivement, il y a eu quelques retards parce que, comme vous le savez, on est quand même pionnier en la matière dans la Manche. Donc, eh bien, forcément, comme tous ceux qui s'essayent à une nouvelle mise en place, eh bien, peuvent se trouver confrontés à des problèmes. Et c'est ce qui se passe. Mais on a un calendrier qui va permettre justement maintenant de pouvoir obtenir ce réseau MIMO dans des délais pas trop longs. Voilà. Oui, ça veut dire quoi, pas trop loin? Ça veut dire courant fin d'année, l'année prochaine, quoi. D'accord. Voilà. Tout le monde dans le département de la Manche, en zone blanche, aura Évidemment, normalement. ça peut pas se faire partout en même temps, mais voilà, oui, c'est prévu. Alors par contre, je vous parle pas de la fibre parce que là, la fibre, c'est pas tout de suite. Voilà. C'est autre chose. Politique nationale, vous êtes encarté, je ne sais pas, oui. Depuis fin d'année dernière. Les Républicains? Oui, c'est ça. Bon, alors vous avez choisi Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Frédéric Poisson. Tous ceux que je n'ai pas choisis, en fait. François Fillon. François Fillon. Et je suis au relais départemental du comité de soutien de François Fillon. Oui. Voilà. Pourquoi vous avez choisi François Fillon pour la primaire de la droite et du centre? Parce que François Fillon, alors plusieurs raisons, hein. Donc déjà, c'est un homme que j'ai toujours, admiré. C'est peut-être pas le mot, mais pour lequel j'ai eu toujours beaucoup d'estime parce que il incarne vraiment les valeurs que moi on m'a transmises dans ma cellule familiale. Voilà, donc des valeurs de droite. Et puis, il a aussi, pour cette primaire et cette candidature à la présidentielle, un programme, d'ailleurs tous ses concurrents le disent, hein, un programme le plus abouti, le plus travaillé, le plus construit, et qu'il a mûri au fil du temps, au fil de ces 3 dernières années, avec la société civile. Et c'est ce qui est très important, puisqu'il ne dit pas ce que les gens veulent forcément entendre, mais il préconise des solutions qui sont pas forcément faciles à mettre en place, mais au moins il a le courage de le dire. Et puis, c'est un homme intègre. Il a des chances ou pas? Bien sûr. On a bien vu sûr, il sera au deuxième tour. Oui, il sera au deuxième tour face à Alain Juppé. Bien sûr. Ouais. Face à Alain Juppé, on verra. Mais il sera au deuxième tour. Vous voyez comment il est en train de remonter. Puis les sondages, il ne faut pas trop s'y fier. On sait bien que ça n'a pas toujours été valable, les sondages, par le passé. C'est pas forcément le candidat de toute la machinerie Les Républicains dans le département de la Manche. J'ai l'impression que voilà, les Républicains sont plutôt alignés derrière. Détrompez-vous, parce que nous, dans notre comité de soutien, on a mais de nombreux ralliements, on va dire, là, depuis ces dernières semaines. Depuis, je dirais... c'était bien sûr au départ, je parle un peu des apparatchiks, c'est-à-dire Philippe Gosselin, les deux députés Les Républicains sont ralliés à Alain Juppé, mais vous savez qu'il était derrière Hervé Mariton. Donc voilà, bon, après, c'est son choix. Hein. Moi, je respecte les choix de chacun. Celui qui me convient le mieux, moi, c'est François Fillon. Donc voilà, après, on verra bien. Mais nous, depuis ces dernières semaines, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui demandent à rallier le comité de soutien. Le vent tourne donc pour oui, pour tout à fait. Fillon. Et j'en profite justement pour dire que à la primaire, tout le monde peut voter à partir du moment où on est inscrit sur une liste électorale. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut venir avec 2 € et sa carte d'électeur. C'est ça. Bon. Élection présidentielle, élection législative. Bon, là, je vous demande pas qui vous soutenez pour la circonscription de Coutances-Valognes. Bien sûr, je soutiens Jean-Manuel Cousin. Oui, tout à fait. Pourquoi lui? Parce que c'est le candidat, à mes yeux, le mieux placé. Il a fait une demande d'investiture auprès du parti il y a maintenant plus de 6 mois. Et il l'a pas eu. Il l'a toujours pas eu. Personne ne l'a eu. Donc, l'investiture du Parti des Républicains. Oui. mais bon, ailleurs, il y en a qui l'ont eu. Oui, on se demande un petit peu comment, puisque vous parlez de Christiane Vulver, j'imagine, qui a eu l'investiture de l'UDI. Ouais. Donc, elle l'a eu, elle a été positionnée par le Parti radical sans que le Nouveau Centre et Hervé Morin soient au courant. Donc après, voilà, tous les partis n'ont pas les mêmes façons de faire. Maintenant, au niveau des Républicains, Jean-Manuel n'a pas eu l'investiture encore, mais il a, en toute transparence, il a demandé au comité de la troisième circonscription dont il est le délégué,
de se prononcer justement sur sa demande d'investiture. Et donc, ce comité a décidé à l'unanimité de lui accorder sa demande d'investiture, dont Dominique Larsonneur-Morel, qui était présente ce jour-là. Je tiens quand même à le rappeler. Qui elle aussi demande l'investiture de la République. Après, qui a été contacté par Paris et qui donc maintenant demande l'investiture aussi. Oui. Pour finir, qualité, défaut de votre candidat pour les élections législatives dans la circonscription de Coutances, quelles sont ses qualités, Jean-Manuel Cousin? C'est un homme sérieux, compétent, expérimenté, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, les législatives, ça demande quand même de l'expérience. On ne s'improvise pas député du jour au lendemain, il faut quand même avoir une certaine expérience de la politique. C'est quelqu'un qui est depuis 10 ans maintenant délégué de la 3e circonscription. Donc il a fait le travail et c'est pour ça aussi qu'il a été élu sur Coutances. Enfin voilà, il y a plein de... Enfin, il n'a jamais été élu en son nom, il a toujours été élu sur des listes. Oui, bien sûr, mais bon, ici, vous savez bien que c'est un scrutin de liste, de toute façon. Donc, les régionales, c'est pareil, c'est un scrutin de liste. Hein. Donc, voilà, après, il n'a pas forcément choisi des élections où il y avait un scrutin uninominal. Donc, non, enfin, il a tous les atouts pour faire un bon député pour la 3e circonscription. Un défaut? Vous allez quand même lui trouver un défaut? Non, il n'y en a pas. Vous exagérez. Non, on dit de lui qu'il a plutôt tendance à dire bonjour aux gens quand il y a une période électorale et que... Oh non. C'est un peu ce qu'on lui reproche, c'est ce côté un peu distant. Peut-être l'avez-vous entendu. Enfin, en tout cas, moi, non, je ne dirais pas ça. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas du tout... Quand on connaît l'homme, en tout cas, c'est pas ça. Merci Anarelle, merci d'avoir été avec nous sur CFM dans l'émission Entre nous. Merci à vous. Et on retrouve cette émission sur la page Facebook de CFM en vidéo.